Imaginez une ville au bord de l'oubli. Une ville perdue quelque part dans l'immensité du Montana, rongée par la peur, menacée par des gangs sans foi ni loi, jusqu'au jour où un seul homme décide de se dresser entre elle et le chaos. Un homme qui n'a ni armée, ni renfort, seulement un badge, 2 Colt .45 et une détermination capable de changer le destin d'un peuple entier. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marcus Kane, le shérif qui a sauvé Dust Creek non pas une fois, mais pendant 24 ans. Une légende de l'Ouest, un héros de l'ombre, un homme dont le courage a traversé les générations et dont l'héritage continue de protéger la ville bien après sa mort. Installez-vous confortablement, cow-boy. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de western. C'est une histoire de loyauté, de sacrifice, de transmission et du poids que porte chaque homme de loi. Bienvenue sur Wild West Radio. Voici l'histoire du shérif Marcus Kane, l'homme qui est resté debout pour que les autres puissent vivre. Le shérif Marcus Kane se tenait immobile au centre de Main Street, à Dust Creek, dans le Montana, depuis 20 minutes. Sous le soleil de midi qui frappait son long manteau noir, il attendait, tandis que la ville observait en silence derrière portes et fenêtres. 3 cavaliers venaient d'apparaître à l'horizon, les frères Dalton, des tireurs redoutés dont la réputation circulait plus vite qu'un télégraphe. Ils avaient traversé 4 territoires, laissant derrière eux des morts et des villes brisées, et ils arrivaient maintenant à Dust Creek avec un seul objectif: abattre le shérif Marcus Kane, sur la tête duquel une prime de $5000 avait été placée. Ce que personne en dehors de Dust Creek ne savait, c'est pourquoi la ville existait encore. 10 ans plus tôt, elle était au bord de l'abandon, prise entre 3 gangs rivaux, les habitants terrorisés, les bâtiments en ruine. Puis Marcus Kane était arrivé, seul, sans adjoint, armé seulement de 2 Colt .45 et d'une Winchester. En 6 mois, il avait éliminé 14 hors-la-loi, dispersé 2 gangs, fait pendre le chef du 3e et permis à Dust Creek de renaître. Aujourd'hui, la ville comptait 400 habitants, des commerces florissants, une école, une église, un hôpital, tout cela parce qu'un homme avait décidé qu'elle méritait d'être sauvée. Et maintenant, 3 tueurs professionnels venaient mettre fin à sa vie. Les Dalton approchèrent, la poussière se levant derrière eux, leurs armes bien visibles. Marcus ne bougea pas. Il avait déjà affronté des situations pires et il était toujours debout. Avant que l'inévitable ne commence, James Dalton s'avança, ancien officier de cavalerie passé du mauvais côté de la loi, suivi de ses frères Robert et Thomas. Ils annoncèrent leur intention. Ils ne voulaient aucun conflit avec la ville, seulement le shérif, pour toucher la prime offerte par la famille Garrison, dont Marcus avait abattu le fils lors d'un braquage 2 ans plus tôt. La tension monta alors qu'ils se mettaient en formation, chacun prenant sa position avec une précision presque militaire. Marcus, après 16 ans comme shérif et 6 ans comme Texas Ranger, connaissait ce genre d'homme, froid, méthodique, déterminé. Il vérifia mentalement ses revolvers, 12 balles en tout. Si l'affrontement durait plus longtemps, il n'en sortirait probablement pas vivant. Il leur donna 3 secondes pour remonter en selle et quitter Dust Creek. Ils refusèrent. Alors Marcus compta 3, 2, 1. Et au moment où la main de James descendit vers son arme, le destin de Dust Creek se joua. Marcus Kane avait toujours été rapide, mais à 42 ans, après 16 années de confrontations armées, sa rapidité était devenue une efficacité presque mécanique. En moins d'une seconde, il dégaina et tira sur James, qui s'écroula, hors de combat. À peine 1 seconde et demie s'était écoulée lorsque Robert et Thomas réagirent en même temps, mais Marcus s'était déjà mis en mouvement. Il plongea sur le côté, utilisa l'abreuvoir comme couverture et tira de nouveau, neutralisant Robert d'un tir à l'épaule. Thomas répliqua, plus précis que ses frères, forçant Marcus à changer encore de position et à tirer pour le maintenir à couvert. Marcus, blessé légèrement au bras par un tir de Thomas, tenta d'obtenir sa reddition, mais Thomas répondit par 2 coups de feu. Marcus changea d'arme, observa attentivement la couverture derrière laquelle Thomas s'abritait, et en ajustant son angle, toucha son pied pour le forcer à sortir. Thomas, déséquilibré et souffrant, se retrouva à découvert, toujours armé. Marcus tira 2 fois de plus, le mettant définitivement hors d'état de nuire. Il approcha prudemment, repoussa l'arme loin de lui et lui parla calmement dans ses derniers instants. Lorsque Thomas succomba, Marcus se redressa et constata l'ampleur de l'affrontement. James était mort, Thomas aussi, et Robert, grièvement blessé, ne représentait plus une menace. En moins de 20 secondes, l'incident était terminé. La ville sortit lentement de chez elle, découvrant leur shérif debout, blessé mais maître de la situation.
Marcus ordonna qu'on appelle le docteur Wilson et fit arrêter Robert, qui se rendit sans résistance. Alors que le médecin soignait la blessure du shérif, Sarah Mitchell vint le voir, inquiète mais soulagée. Marcus admit que, malgré son expérience, chaque confrontation laissait une marque. Plus tard, seul dans son bureau, il repensa au poids de ses vies perdues au fil des années, 41 en tout, toutes en service, toutes nécessaires, mais jamais faciles. Quelques jours plus tard, un télégramme arriva du Wyoming. Frank Garrison annonçait que la vendetta était terminée et qu'aucun autre sang ne serait versé. Le maire demanda à Marcus s'il comptait prendre sa retraite, mais celui-ci répondit qu'il resterait tant qu'il en serait capable. Les 5 années suivantes, de 1891 à 1896, apportèrent de grands changements à la région, notamment l'arrivée du chemin de fer. Avec l'arrivée du Northern Pacific, la région se transforma profondément. Un trajet de 3 jours en chariot pour rejoindre Helena devint un voyage de 6 heures en train, ce qui stimula le commerce et attira de nouvelles entreprises. Dust Creek prospéra rapidement, un hôtel digne de ce nom ouvrit, 2 saloons supplémentaires apparurent, un studio de photographie s'installa, le télégraphe fut étendu et un journal local, le Dust Creek Chronicle, vit le jour. La population atteignit environ 600 habitants, l'école fut agrandie, l'église reçut un ministre attitré, et le docteur Wilson prit un jeune assistant venu de Philadelphie. Pendant ce temps, Marcus changeait lui aussi. À 47 ans, ses cheveux noircis grisonnaient, son visage portait davantage de marques, et son corps récupérait moins vite des épreuves. Dans une profession exigeante comme celle de shérif de frontière, cet âge pesait. Le maire Collins aborda alors la question de sa succession. Après 21 années de service, il fallait préparer l'avenir. Marcus accepta finalement de recruter un adjoint, à condition de valider personnellement le candidat. 3 mois plus tard, un jeune homme nommé David Foster arriva. Âgé de 20 ans, grand, respectueux, issu d'un ranch du Colorado, il avait traversé des pertes douloureuses et voulait consacrer sa vie à protéger les autres. Marcus, touché par sa sincérité, l'engagea et entreprit de le former de manière rigoureuse. Discipline physique, équitation, technique d'intervention, tir, analyse des situations, droit local et responsabilité morale. David apprenait vite et démontrait un sens réel du devoir. 6 mois plus tard, Marcus le laissa gérer sa première crise impliquant des intrus sur une propriété. David fit preuve d'assurance et parvint à résoudre l'affaire sans confrontation. Au fil des mois, il s'épanouit dans son rôle et Marcus commença à croire qu'il tenait enfin son successeur. Mais au printemps 1899, lors d'une patrouille, Marcus ressentit une vive douleur à la poitrine. Le docteur Wilson diagnostiqua un affaiblissement sévère du cœur, attribué à des années de stress et d'efforts, et estima qu'il lui restait peut-être 1 an, 2 s'il avait beaucoup de chance. Marcus décida de continuer à servir tout en confiant progressivement davantage de responsabilités à David. À l'automne 1899, il révéla enfin la vérité à son adjoint. Sa santé déclinait et le moment approchait où David devrait prendre sa relève. David, bouleversé mais déterminé, se prépara à assumer ce rôle essentiel pour Dust Creek. Il protesta, disant qu'il n'était pas prêt et qu'il n'avait ni l'expérience ni la réputation nécessaires. « Tu n'as pas besoin d'être moi », répondit Marcus d'un ton ferme. « Tu dois être toi-même. Peut-être une meilleure version de moi, je l'espère. J'ai dû affronter 41 hommes en 24 ans, et même lorsque c'était justifié, cela pèse sur un homme. Peut-être que toi, tu pourras être un shérif qui n'aura jamais à faire face à autant de violence. » La voix de David se brisa. « Et si j'échoue? Si des hors-la-loi reviennent et que je ne suis pas assez bon? Si des gens souffrent à cause de moi ?» Marcus posa une main rassurante sur son épaule. « Alors tu porteras ce poids, comme tous les hommes de loi. Mais tu continueras à essayer, tu resteras debout. C'est ça, le travail. Pas d'être parfait, mais d'être présent. » Les mois qui suivirent furent étranges. Marcus réduisit les patrouilles, laissa David prendre davantage de responsabilités et se prépara à la transition, se demandant combien de temps il lui restait. La fin arriva discrètement, sans affrontement ni longue maladie. Une nuit de mars 1900, à 50 ans, son cœur s'arrêta paisiblement dans la petite chambre derrière son bureau. Le docteur Wilson affirma qu'il n'avait ressenti aucune douleur. La réaction de Dust Creek fut immense. Les 700 habitants assistèrent aux funérailles, la plus grande réunion de l'histoire de la ville. Des gens vinrent des localités voisines, de Helena, et même d'endroits où Marcus avait servi auparavant.
D'anciens Texas Rangers firent le voyage depuis San Antonio pour lui rendre hommage. Le maire Collins, âgé de 72 ans, prononça l'éloge funèbre « Marcus Kane est venu à Dusk Creek alors que nous étions en train de nous éteindre. Quand les hors-la-loi dominaient les rues et que les honnêtes gens fuyaient, il est venu seul, armé seulement d'un badge et d'une détermination inébranlable. Il nous a sauvés. Il regrettait la nécessité de certaines actions, mais jamais la volonté de protéger les innocents. Marcus Kane est la raison pour laquelle cette ville existe encore. Quand nous avions besoin d'un héros, il l'a été. Quand nous avions besoin d'un protecteur, il s'est dressé entre nous et le danger et il n'a jamais cessé jusqu'à son dernier souffle. » Le silence qui suivit fut profond, beaucoup pleuraient. On l'enterra sous une pierre simple portant l'inscription choisie par David Foster, désormais shérif. Il s'est tenu debout pour que les autres puissent vivre. Dusk Creek poursuivit sa vie. Plus sûre, plus prospère, grâce à l'homme qui avait choisi de la défendre. David Foster hérita non seulement du badge, mais aussi de la responsabilité, des attentes et de l'héritage. Sa première semaine fut terrifiante. Chaque décision semblait immense, chaque patrouille lui rappelait qu'il était désormais l'unique protecteur de 700 personnes. Mais il se souvenait de l'enseignement de Marcus. 3 mois après la mort de Marcus, 4 hommes jeunes et arrogants arrivèrent en ville et commencèrent à intimider les habitants. David les affronta seul, au milieu de la rue principale, le même endroit où Marcus avait affronté les Dalton 9 ans plus tôt. Le chef du groupe se moqua, « Tu n'es pas Kane. Il est mort. La ville n'a plus de protection. » David songea alors à Marcus, à tout ce qu'il avait fait pour protéger cet endroit, à chaque fois où il avait choisi de rester debout. « Tu as raison, » répondit-il calmement. « Je ne suis pas le shérif Kane. Je suis le shérif Foster. Et cette ville est aussi protégée qu'elle l'a toujours été. » Sa main se rapprocha de son arme sans la sortir avec l'assurance acquise au fil des années d'entraînement. Les hommes virent dans ses yeux une détermination authentique, héritée de Marcus. Après un long silence, leur chef céda. Ils repartirent, prétextant des affaires ailleurs. Ce n'est qu'une fois hors de vue que David expira enfin, soulagé. Sarah Mitchell, qui avait observé la scène, s'approcha et lui dit « Tu as agi exactement comme Marcus l'aurait fait. » David admit qu'il avait eu peur. Sarah sourit tristement. Lui aussi avait peur, à chaque fois. C'est ce qui le rendait humain. Il serait fier de toi. Tu es resté debout, et c'est ce qui compte. Dusk Creek continua de prospérer, atteignant près de 1000 habitants en 1905 et devenant une véritable petite ville moderne. Pourtant, personne n'oublia celui qui l'avait sauvé. Chaque 15 mars, tous se rassemblaient autour de la tombe de Marcus Kane pour se souvenir, honorer et remercier celui grâce auquel Dusk Creek existait encore. Les enfants demandaient « Qui était le shérif Kane ?» et les parents racontaient l'histoire d'un homme qui, pendant 24 ans, avait protégé les innocents sans jamais faillir. J'espère que cette histoire de courage, d'héritage et de devoir vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », à vous abonner à Wild West Radio et à me dire dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez. À bientôt pour une nouvelle aventure dans l'Ouest. Prenez soin de vous, cow-boy. L'été 1906 fut le plus chaud que Dusk Creek ait connu depuis des années. La chaleur écrasante semblait figer le temps, ralentir les chevaux, assécher les puits et épuiser les habitants. Mais pour le shérif David Foster, ce n'était pas la chaleur qui pesait le plus. C'était l'ombre d'un nom oublié, revenu d'un passé que lui-même n'avait jamais vécu. Tout commença lorsque le Dusk Creek Chronicle publia un article anodin sur les grandes figures du Montana. Parmi elles, un nom sauta aux yeux de certains anciens. Elias Crawford, chef d'un vieux gang que Marcus Kane avait autrefois aidé à dissoudre au Texas, avant même son arrivée à Dusk Creek. On racontait qu'Elias avait perdu 2 frères à cause de Marcus, 2 hommes dangereux, connus pour leur braquage meurtrier et qu'il avait juré de se venger le jour où l'occasion se présenterait. Or, selon les rumeurs, Elias n'était pas mort. Il vivait retranché dans une région isolée du Wyoming, à la tête d'une bande de 10 ou 12 hommes. Et il aurait récemment déclaré à un marchand itinérant qu'il n'avait pas oublié Dusk Creek. David, en lisant l'information, sentit son cœur se serrer. Pas de peur pour lui-même. Il avait accepté depuis longtemps son rôle et les dangers qu'il impliquait. Ce qui le terrifiait, c'était l'idée que Marcus, même disparu depuis 6 ans, puisse encore attirer la violence vers la ville qu'il avait juré de protéger. Il en parla au maire Collins, désormais diminué par l'âge, mais encore lucide. Les fantômes du passé de Marcus ne seront jamais complètement enterrés,
dit le maire en tirant sur sa pipe. Mais le devoir qui nous incombe aujourd'hui est le même que celui qui lui incombait hier. Nous tenons la ville debout, et tu es le shérif maintenant. David acquiesça, mais il ne pouvait se défaire de l'impression que Dust Creek allait bientôt être mise à l'épreuve. Il arriva un soir d'orage. Un cavalier solitaire se présenta devant le bureau du shérif, trempé, blessé, et presque incapable de parler. David l'aida à descendre de cheval et le fit asseoir près du poêle encore tiède. « Ils arrivent » murmura le cavalier. Ils ont dit que Dust Creek devait payer ce que Kane a fait. David sentit son sang se glacer. « Combien sont-ils » L'homme trembla. « 8, peut-être 10. Je n'ai pas compté. Ils m'ont laissé partir pour que je vous prévienne. Ils veulent que vous sachiez qu'ils viendront au lever du soleil. » Puis il s'effondra. La nuit fut courte. Les habitants se regroupèrent dans l'église, au saloon, dans l'hôtel. Certains voulaient fuir, mais David refusa. « Marcus ne nous a pas sauvés pour que nous redevenions des fugitifs, dit-il. Et si ces hommes veulent s'en prendre à Dust Creek, ils mourront d'abord. » Sarah Mitchell, désormais propriétaire du petit hôpital agrandi, vint poser une main sur son avant-bras. « Tu n'es pas seul, dit-elle. » Le jeune docteur Henry Carter, l'assistant de Wilson devenu médecin à son tour, se porta volontaire pour aider à organiser un refuge pour les femmes et enfants. David se tint seul dans la rue principale, comme Marcus jadis. Il pensa à lui, à sa voix grave, à sa certitude tranquille, à sa phrase « Tu n'as pas besoin d'être moi ». Mais ce soir-là, David aurait tant voulu qu'il soit encore là. Lorsque le soleil se leva, Dust Creek vit une ligne de cavaliers apparaître au loin. Ils étaient 9. À leur tête, un homme massif au regard sombre, sa barbe grisonnante taillée grossièrement. Sur son chapeau, une plume noire. Elias Crawford. Il arrêta son cheval à une dizaine de mètres du shérif. « Alors c'est toi, le nouveau » lança-t-il d'une voix qui portait. « Ils disent que Kane t'a formé. »« C'est vrai, » répondit David. Crawford cracha au sol. « Alors tu vas mourir pour lui. » David respira profondément. « Je suis prêt. Mais pas la ville. Elle n'a rien à voir avec votre querelle. » Crawford sourit, un sourire mauvais. Tout ce qui appartient à Kane appartient à sa vengeance. Ce fut à ce moment-là que David sentit quelque chose changer en lui. La peur ne disparut pas, mais elle cessa d'être un obstacle. Elle devint un moteur. Il posa sa main sur son revolver. Si vous touchez un seul citoyen, vous ne quitterez pas Dust Creek vivant. É que dá em cima do Gabi, ué. Ué, mas Nogal. eu não sei. Eu acho que é difícil. A Nogal pode fumar um narguile com ele. Ah, não, isso aí pode ser. Tu consegue fazer sotaque mais mais do Rio, assim, mas eu sei que você é do Rio, mas tipo, Mais mais da carioca? capital. Isso. Tipo assim, pô, são 5 horas, né? Ó, E tá aí- melhorando, tá melhorando. Já vai criando uma Isso. Denis, identificação. me salva, Denis, me salva. Isso. Entendeu? O que mais? A Petuna tá ensinando a Nogal a dar em cima do Gabi. Não, Ô, ó, Nogal, olha tem só, uma olha dica só, muito gente. boa pro sotaque carioca, que é o seguinte. Sempre que tiver uma letra O numa palavra, você adiciona um A logo após o O. Por exemplo, porra vira porra. Cara, Porra! isso é Porra! mentira. Isso é mentira, Isso. velho. Isso é A mentira. Nogal e beijou é o verdade. Araldo e a gente tá tentando fazer ela beijar o Gabi ao invés de beijar o Araldo, pra ela parar de beijar o Araldo nas horas vagas. Essa boquinha só fala, ela beija também. Também. Viu só? Ai, que linda, esposa. Ela beija também. Mua. Ah. Dá gema, Nogal, vai. Gente, eu tô torcendo tanto parado de me puxar agora. Eu acho que eu nunca torci tanto. É. Pai Gabi tinha Nogal. Exatamente. Ela tá melhorando. Mas não quer Sotaque. adiantar a missão da tinta aí, não, Emma? É, Na moral, puxa, Emma, por favor. Adianta aí, na moral. Meu Deus, eu sabia. Te falei, viu? O Araldo Eu te vai falei. beijar Eu deveria ter